On repart, comme je crois que toute la semaine dernière d'ailleurs, on a fait ChatGPT, voilà. Mais alors là, tiens, Mathieu, donc ChatGPT, oui. Et donc, parce que c'est le grand jeu de tout le monde, d'ailleurs, faut arrêter. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y en a marre là du gars qui t'as dû faire Erwan, réforme des retraites par ChatGPT, etc. Voilà. Non, mais le bullshit de consultant, ça marche bien. Pilotage de l'entreprise dans un monde incertain en 2023. Donc réponse de ChatGPT. Il est important pour les entreprises de s'adapter aux incertitudes en utilisant des stratégies flexibles et en étant prêtes à s'adapter rapidement aux changements. Les entreprises peuvent également utiliser des outils d'analyse pour évaluer les risques et les opportunités et peuvent développer les plans d'urgence pour faire face aux situations imprévues. Bon, je continue là, mais c'est... Non, mais c'est normal. C'est le truc de consultant de base, quoi. Voilà, ça vaut 1000 balles nous donne. dans certaines boîtes. Exactement. Non, c'est ce que ça, c'est ce que McKinsey apportait à l'État. Un bien de métier d'enseignant. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais non, je crois qu'en fait, c'est juste un rendu d'une intelligence artificielle générale. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant là, maintenant, ce qui s'ouvre, c'est l'ère de la post-création. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT, ça va être comme la calculatrice quand tu fais des mathématiques. D'accord ? Donc, c'est un instrument qui va venir t'aider à prémâcher un certain nombre d'éléments, mais surtout, le vrai sujet, c'est le combat entre le small data versus le big data. Parce qu'en fait, ChatGPT, comme tous les large AI models, il repose sur de la big data et énormément d'informations, mais qui ne sont pas très spécialisées. Et donc, le problème, c'est que pour faire tourner ces modèles, y compris dans un contexte privé, il faut aussi du volume d'informations. Donc, typiquement, moi, je travaille depuis 6 ans sur le concept de robot consultant, donc je n'ai pas de problème à imaginer qu'on peut robotiser une partie du travail du consultant, en réalité, pour l'augmenter. Ah, je ne savais pas ça. Donc, c'est ce que j'ai appelé le consulting 4.0, donc on travaille depuis très très longtemps là-dessus. Et nous, en réalité, en étant 3000 personnes au sein de mon cabinet, on produit 60 à 70 000 documents valables par an, sur lesquels on peut les faire travailler sur des modèles de cette nature-là. Donc là, on commence à rentrer sur du small data qui est intéressant et qui peut venir s'appuyer sur une architecture générale. D'accord ? La difficulté, c'est... Attends, pour bien comprendre, c'est-à-dire, tu dis que tes modèles moulinent en fait tes 70 000 rapports pour donner une sorte d'architecture de base, et ensuite le boulot du consultant, ça va être... Oui, prendre cette architecture de base pour faire du fine-tuning. Exemple très concret, je ne sais pas si vous utilisez Gmail, mais quand tu utilises Gmail, il commence à rédiger à l'avance, il fait ce qu'on appelle, c'est une fonction qui s'appelle l'auto-completion, qui est une des fonctionnalités du NLP. Et pour les consultants, ça veut dire qu'il va te préparer ton slide, tu commences ton slide, et il va commencer à te suggérer un certain nombre de choses. Donc pour que tu fasses ça, il faut que tu aies ingéré énormément de slides, pour qu'ils puissent te proposer quelque chose de pertinent. La difficulté qu'on a, nous, c'est qu'en réalité, on ne possède pas toujours la propriété intellectuelle de nos propres slides. C'est-à-dire qu'en fait, on les vend à nos clients. Je comprends. Et donc, on n'a pas forcément le droit de l'utiliser dans un modèle général. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que ça soit hermétique. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que mes concurrents ils puissent accéder à moi l'intelligence que j'ai accumulée chez moi. Mais le premier élément, c'est que par rapport à ça, donc nous, on a suffisamment de volume, mais évidemment, il y a plein de cabinets de conseil qui n'ont pas du tout ce volume. C'est la même chose pour les avocats. On pourrait prendre un autre exemple sur les cabinets d'avocats. Donc ça va amener une consolidation assez importante du secteur parce que, évidemment, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, ça peut nous prendre plusieurs jours pour faire une proposition commerciale. Là, en fait, ça peut nous coûter, si c'est bien fait, entre 3 et 5 euros pour préparer une proposition commerciale. Donc, évidemment, par rapport à plusieurs jours de consultants pour préparer une proposition, c'est quelque chose de majeur. Donc, ça veut dire que ça va évincer ceux qui n'auront pas la masse de documentation. Donc, ça illustre en fait que sur un certain nombre de métiers en fait de l'entreprise, que ce soit le service client, que ce soit les services légaux, que ce soit tout ce qui est métier qui repose sur la génération de texte, eh bien, il y a des gains de productivité qui sont absolument importants, mais qui vont être aussi décisifs dans des avantages compétitifs. Donc voilà, on bosse dessus nous depuis des années. Il y a plusieurs modèles qui sont en concurrence, il n'y a pas que ChatGPT. La difficulté pour les autres fournisseurs de modèles, eh bien, c'est qu'en fait aujourd'hui, c'est le niveau de précision. Parce que là, a priori, la question que tu as posée, elle a à peu près répondu correctement, disons. Disons, elle est très banale. Ouais, non, mais il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'erreur. Le problème, c'est j'en aurai une demain, je vous le dis tout de suite, sur l'économie en 2023. Il y a une deuxième problématique, c'est qu'on perd les sources.
C'est-à-dire que Ouais, le principe de ces modèles-là, c'est que si tu dis, voilà, je veux le nombre de kilomètres de TGV installés dans le monde entier, donc si tu peux le faire, il va te le sortir, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Et ça, c'est le principe même de la construction de ces modèles mathématiques, c'est que tu perds la source. Et donc ça, dans les métiers de journaliste, dans les métiers de consultant, dans les métiers du legal, Tellement etc. longtemps qu'ils ont perdu la source, les journalistes, mon ami. Je te laisse t'exprimer là-dessus. Non, mais ça m'intéresse beaucoup que tu dis ça, parce que c'est le cœur du malheur, enfin, Ouais. de la crise du journalisme. En tout cas, nous, en tant que consultants, on ne peut pas se permettre de perdre les sources. Exactement. Et en fait, donc ça, c'est une difficulté majeure par rapport au déploiement de ces modèles-là. Et évidemment, les grands qui ont investi beaucoup plus que ChatGPT, enfin que OpenAI, qui sont Google ou Meta, ils ont un souci, c'est qu'ils ont des milliards de clients et que délivrer des choses qui ont un déficit de précision peut générer des responsabilités légales et des litiges judiciaires extrêmement importants. Donc là, aujourd'hui, ça va être intéressant de voir finalement comment on va passer de la phase de prototypage à des produits réellement finis, sécurisés. Ouais, vous l'avez, enfin, je ne sais pas si vous regardez les réseaux sociaux, vous avez peut-être beaucoup mieux à faire d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu un jeu notamment autour des œufs et des œufs de vache, des œufs de chevaux, etc., où ChatGPT est complètement perdu, et effectivement, Google, Meta ne peuvent pas se permettre de jouer comme ça avec le réel. Là, en fait, ça fait rire tout le monde, ça n'inquiète personne, et puis, c'est la grande différence. Et puis Meta avait mis à disposition un de ces modèles qui s'appelle Pierre, et il y a eu des gens qui s'appelaient le Blenderbot, et des gens qui l'ont utilisé à des fins non éthiques. Et donc, ils ont été obligés de le retirer aussi du marché. Et donc, parce que derrière, ça s'articule avec du fake news, etc. Non, la question que je me pose, c'est pourquoi OpenAI sort maintenant ChatGPT, parce que c'est vrai que l'effet blast est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de... Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça. Qu'il soit aussi rapidement, où tout le monde fait l'expérience. C'est vrai que l'expérience grand public d'une IA qui est accessible à tous, c'est quand même la première fois qu'on fait cette expérience, donc ça fait travailler au moins la prise de conscience autour de ce que ça peut apporter. Tu l'as fait pour ton métier ? Tu l'as fait pour ton agence ? Tu as regardé ? Des communiqués de presse, par exemple, c'est très très bien, très efficace. Très efficace. Ouais. Et donc, effectivement, après, on peut fine-tuner si tant est qu'on ait le... Après, j'ai l'aspect enfant, donc je me suis dit, il faut que je disclose tout de suite le truc à mes enfants pour qu'ils n'aient pas l'impression de se le passer sous le manteau. Et effectivement, les œufs de vache m'ont beaucoup aidé, parce que je dis finalement, les œufs de vache, le fait que... j'aurais dit, essaye de faire la comparaison entre des œufs de vache et des œufs de poule, et c'est quand même assez comique de voir la réponse. Voilà. Le fait qu'il y ait des informations qui sont quand même pas up-to-date, et donc qui est problématique, et la source qui fait que tout est imprécis, quoi. Il y a quand même beaucoup de formulations très assertives, mais très imprécises, et ça, pour le coup, à partir du moment où on n'est pas capable de citer la source, on peut pas se dire... Donc j'essaye de faire le travail par rapport au stress qu'ont les écoles en ce moment, et tous les profs par rapport à cet outil-là, parce que c'est vrai que c'est assez... C'est vrai que Sciences Po, puisque tu y es, au conseil de... Au conseil de direction. Le conseil de direction. C'est vrai que Sciences Po a été une des premières d'ailleurs à dire on n'y touche pas pour l'instant. Et le communiqué dit bien pour l'instant. Ou alors dans un cadre pédagogique vraiment bien précis. Mais après, c'est vrai que moi, je suis curieuse de voir, on n'a pas fait les investissements que tu as pu faire, Mathieu, là-dedans. Ce que pouvait proposer la version pro de ChatGPT, et ce qu'on pouvait effectivement la nourrir de contenu propre et qui ferait effectivement gagner du temps et de l'efficacité. Mais pour le coup, des contraintes de sécurité, de confidentialité, etc., on ne sait pas du tout si c'est reconnu. Donc j'étais intéressée. Je me suis demandé pourquoi ils sortent ça maintenant, avec effectivement le risque que ça puisse être vite discrédité compte tenu de l'usage massif que les gens en ont fait. C'est une bonne question. Tu sais ça, pourquoi ils sortent ça maintenant ? Google a hésité à le faire il y a quelques années. Sur la base de son modèle qui était bâti. La presse américaine nous dit que Google est paniqué par cette histoire. C'est pas vrai ? J'ai montré la semaine dernière un article du Wall Street Journal qui dit qu'ils ont rappelé Sergey Brin, Larry Page en mode alerte rouge. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont monté une task force interne pour répondre à ça, mais ils sont un peu étonnés par rapport à la viralité aujourd'hui qui a été prise. Ouais, il y a quelques années, ils avaient réfléchi à le mettre de côté, leur modèle, et le mettre dans une fondation pour pas... le rendre public, mais ne pas être attaqué en tant que responsabilité de Google. Donc là, ils sont un peu ennuyés par rapport à ça. Après, pour Google, il y a aussi la réalité au-delà des sujets que j'évoquais, c'est-à-dire la précision, etc. Il y a un potentiel de cannibalisation des revenus publicitaires. Donc, c'est toujours la même chose. Enfin, il y a une forme de distribution qu'il faut appliquer à soi-même, et c'est pas toujours évident le jour où on s'aperçoit que... voilà. Mais par contre, il ne fait aucun doute que dans les mois qui viennent,
il y aura une réponse effective. De la même façon chez Meta, parce qu'à partir du moment où ça vient s'articuler avec Microsoft, là on change la nature de la dimension. Et d'ailleurs, OpenAI a fait le chemin inverse, c'est-à-dire que c'était d'abord une fondation et il rentre dans un dispositif commercial traditionnel. Mais par rapport à l'exemple que tu citais, Julie, en fait, c'est un outil qu'il faut utiliser uniquement sur des sujets qu'on connaît. En fait, contrairement, on se dit finalement qu'on peut l'utiliser sur des questions générales. Enfin bon, faire un résumé de bouquin. Je pense sur les étudiants, c'est mieux qu'ils aient lu le bouquin quand même, parce que s'il y a des erreurs dedans, ils ne seront pas en capacité de le corriger. Erwan. Tiens, il s'est gouré sur les retraites, parce que moi j'ai regardé sur les retraites et il a confondu l'âge de départ et la décote. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'étais. Il dit qu'on part à 67 ans. On parlait de Sciences Po juste avant. Moi, j'ai le plaisir de siéger au conseil de perfectionnement de la faculté des sciences économiques de Strasbourg, là où j'ai eu la chance d'étudier, où j'ai la chance d'intervenir aujourd'hui. Et eux, c'est depuis quelques semaines maintenant qu'ils se sont posé la question comment est-ce qu'on fait pour enseigner avec ChatGPT et pas interdire, comme c'est Lyon, je crois qu'il y avait à Lyon, ils avaient saqué toute une promo qui avait. En fait, ils sont partis du principe que de toute façon, c'est un outil qu'on allait utiliser, que les futurs analystes et futurs économistes allaient de toute façon utiliser. Comment est-ce qu'on articule justement? Et donc du coup, ils sont en train de développer une nouvelle matrice d'évaluation des compétences sur le côté comment est-ce qu'on présente à l'oral les résultats de ChatGPT, comment est-ce qu'on les interprète, etc. Donc déjà, je trouve ça intéressant la dynamique selon les établissements, de voir qu'il y en a certains qui en ont fait justement un nouvel outil, et donc du coup un nouveau complément plutôt qu'un substitut qu'il faudra intervenir. On revient sur la vision ludite et la vision justement plus progressiste et innovateur. Moi, ce qui me fascine, c'est que ça perd fort dans le grand public, donc effectivement, il y a un effet star. L'effet blast. Il y a un effet blast. Oui, c'est l'effet winner takes all qui va arriver. Donc du coup, maintenant, un robot opérationnel comme ça, on parlera de ChatGPT. Donc du coup, ça deviendra un nom commun. Ce qui m'étonne, c'est que du coup, il n'y a pas de réflexion derrière sur la plupart des métiers que ça peut vouloir justement transformer. Moi, ça fait 6. Je veux dire, d'un point de vue macro. On en parle beaucoup quand même. Excuse-moi, non. Quand tu discutes avec l'éducation nationale, t'as pas de. À part quelques exemples que tu viens de citer pour certains masters, les professeurs des écoles, il n'y a aucune réflexion. Mais c'est un peu tôt. Non, Erwan, c'est un peu tôt. Non, je suis pas d'accord avec toi. Si tu le prends pas au contraire. Ça émerge, ils pensent tous qu'à ça. Enfin, on en a discuté déjà autour de cette table. Clément Aura, qui bosse à Sciences Po, il nous disait des choses très intéressantes d'ailleurs. Je parle des professeurs des écoles. Aujourd'hui, quand tu vas dans un SP, quand tu vas justement dans un master MEF, les mecs ne parlent absolument pas de ces outils conversationnels-là. Mais oui, mais il y a quoi, il y a un mois, 2 mois qu'on en parle. Non, mais ça vient de perforer dans le grand public. Ça fait combien de temps que ça existe, ce genre de processus-là? Ouais, mais pour en avoir... Alors, je vais te dire très franchement, j'en avais pas la conscience, moi. J'avais pas la conscience de cette puissance de rédaction de texte, parce que j'avais pas la conscience de ça. Des choses, quand tu discutes avec tu prends par exemple les travaux de Laurence de Villers dessus, elle te dit que ça fait des années qu'on sait justement comment... Mais parce que tu es un expert, Erwan. Non, je te trouve sévère avec... Moi, j'attends justement que les mecs... Moi, je m'intéresse non pas parce que c'est mon métier, mais parce que c'est clairement mon remplaçant qui est en train de se développer. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est à terme, justement, tu lui mets un peu plus d'intelligence. Normalement, c'est dans toute révolution technologique, c'est justement à l'actif dont la technologie est substituable, on opère un travail substituable qui du coup se renseigner sur comment je fais pour transformer ça. Et c'est à l'éducation nationale depuis des années de se poser des questions sur comment fait-on justement dans un environnement où les smartphones fascinent plus que le pédagogue, pour justement faire en sorte que le pédagogue apporte une valeur ajoutée par rapport à ce que pourrait lui apporter la technologie. Mais ils y réfléchissent depuis Wikipédia, ça. Absolument pas. Non, super. Il n'y a rien du tout. Alors, à part les quelques rapports qui sont... une réflexion sur la pédagogie dans l'éducation nationale. Exactement. Il n'y a rien qui se... Moi, je suis en caustique. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec les profs. Je pense, en revanche, parce que là, je l'ai réépluché, en fait, dans le programme de France 2030, il n'y a rien sur la Generative AI. Et ça, c'est plus embêtant quand même. C'est-à-dire qu'en fait, sur les appels à projets, on s'aperçoit... Comment ça? Les rapports Villani, ils datent de quand? Oui, mais sur les appels à projets qui sont lancés par la structure France 2030, il n'y a rien sur le sujet. Et je pourrais évoquer, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, Computer Vision. Parce que, je pense qu'il y a plein de gens... ce que c'est, Computer Vision. C'est un peu la même chose que le ChatGPT, mais dont les sources de données ne seront pas textuelles, mais sera de l'image ou de la vidéo. Et donc, personne n'en parle, parce qu'aujourd'hui, en tout cas dans le grand public, parce qu'on n'a pas vu d'application qui emporte une adhésion très, très virale. Et on pourrait avoir la même chose sur l'imagerie satellite, on pourrait avoir la même chose dès lors qu'on va avoir une petite disruption qui va se faire sur la réalité augmentée. Et donc, tout ça
Enfin, tout le monde travaille dessus. Le problème, par contre, c'est qu'en effet, dans les structures qui sont censées piloter les programmes d'innovation en France, et pour avoir investi dans des boîtes qui font du NLP... c'est quoi NLP? Enfin, c'est le Natural Language Processing. D'accord. C'est dans la famille, on va dire, de ChatGPT. D'accord. ChatGPT, c'est juste un sous-ensemble. Mais pour lever des fonds auprès d'un certain nombre d'institutions qui étaient citées tout à l'heure dans les programmes de Deep Tech, il y a encore un an, on disait mais ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et donc, parce qu'on est dans une structure, je sais qu'on en discute ici souvent sur comment on pilote le processus d'innovation et pas forcément avec des fonds majeurs, mais il y a quand même un problème de pilotage et choix d'orientation, et ça renvoie d'ailleurs sur les réformes des retraites. C'est pour ça que je suis absolument contre qu'il y ait des dispositifs nationaux. Je pense qu'il faut laisser respirer les entreprises et les chercheurs pour qu'on puisse laisser de la liberté sur la programmation des sujets sur lesquels il faut investir, et ne pas les piloter par une structure qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais... je ne sais plus quelle question je voulais te poser. Oui, non, ce que tu nous dis quand même, parce que moi j'ai vraiment entendu absolument partout, Google, Meta sont à la rue, c'est un changement, voilà, c'est faux pour toi. Totalement faux. Totalement faux. Bon, voilà, c'est très clair. Et il faut laisser Microsoft, parce que c'est marrant, on a ce truc qui arrive, on a donc Microsoft qui est en train d'en prendre Microsoft était en retard pour le coup. Le contrôle. Mais j'avais compris que l'Amérique réfléchissait quand même maintenant à essayer réfléchissait à la concentration de ces GAFAM. On a eu là une offensive judiciaire qui est lancée, on verra ce que ça donnera sur l'aspect publicitaire de Google. Il faut laisser Microsoft... ça dépend pas de toi, hein, mais non, dans la... non, parce que je dis, mais dans la réflexion qu'on peut avoir sur la concentration et sur l'hyperconcentration de ces géants... Non, mais même dans la loi européenne, c'est-à-dire qu'en fait, là, on est censé avoir un mécanisme renforcé d'études lorsque, en fait, il y a une prise de participation dans des startups, voilà. Mais ça renvoie toujours à la notion de marché pertinent, et au fond, comme c'est un marché qui est inexistant d'un point de vue revenu, c'est toujours la question qui sera posée, parce qu'aujourd'hui les revenus c'est peanuts. Sur les APIs de ChatGPT, c'est peanuts. Nous, ça nous coûte. Il n'y a pas de marché pertinent, il n'y a pas de marché tout court, quoi. Pour un usage privé en mode totalement hermétique, c'est 10 000 € par an. Donc c'est le revenu, pour faire du revenu cumulé, il faut y aller quand même. Dernière question que je te pose là-dessus. Je lis aussi, je crois que c'est Gilles Babinet qui avait glissé ça à un moment, que c'était à peine... Alors oui, il y a 1 milliard dans la fondation OpenAI, mais qu'en fait, les sommes nécessaires et dépensées pour faire naître ce truc, c'est quelques dizaines, peut-être une centaine de millions d'euros. Tu confirmes ça? Il n'y a pas besoin de... En fait, le problème, c'est des derniers pourcents d'accuracy et de précision qu'il va falloir aller chercher. Voilà, c'est ça. Mais à l'état où il est là, pour ça, ouais. Mais le problème, c'est les derniers niveaux de précision. Comme les antivirus. Ça, je me souviens de la grande discussion sur les antivirus, c'était pareil. Pour aller chercher quelque chose qui sera sécurisé, qui donnera un certain nombre de garanties vis-à-en des utilisateurs. Encore un commentaire là-dessus, Erwan. Moi, ce qui m'a... J'ai fait toute la semaine là-dessus. C'est en fait la seule question qui m'intéresse vraiment, c'est... Sachant qu'on n'est pas sur un investissement massif, que c'est pas les milliards du cloud souverain, par exemple, ou des trucs comme ça. On a encore à rater un coche, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on a un mauvais rapport à la recherche aussi en France. Parce qu'on a un mauvais rapport à la recherche, on est un pays à la science. 3 chiffres sur la recherche. On est un des pays qui forme le plus de chercheurs, on va dire, qui sont, quand tu regardes le H-index au niveau mondial, donc c'est le nombre d'articles qui sont cités un certain nombre de fois. On a parmi les chercheurs qui sont les plus performants au niveau mondial, mais ils ne travaillent plus en France. On est un des pays dont la dépense de R&D est en diminution tendancielle. Elle a été remplacée en fait par aujourd'hui, c'est les entreprises qui soutiennent la R&D. Il y a 30 ans, c'était 30% de la dépense en R&D qui était financée par les entreprises. Aujourd'hui, 70%. L'État occupant le reste. Donc du coup, tu as une substitution de la part de l'État qui préfère financer des chèques bois plutôt que de financer de la R&D hard. Et de l'autre côté, tu as un environnement qui est de plus en plus protectionniste via justement la recherche en France. L'OCDE, quand ils font leur classement annuel du nombre de contraintes qui pèsent justement sur la R&D, depuis 2019, on remarque qu'en fait la France, elle est passée largement au-dessus de la moyenne en termes de contraintes. Donc du coup, tu as un environnement qui est plus attractif. Et en plus de ça, tu augmentes la bureaucratie par rapport à tes chercheurs. Quand on discute avec des chercheurs, le problème c'est qu'on a les chercheurs qui restent en France sont soit des chercheurs qui sont médiocres, soit des chercheurs qui sont passionnés. Et le problème, c'est que ceux qui sont médiocres, du coup, pour les occuper, tu leur donnes des tâches administratives. Et ceux qui sont passionnés, le problème, c'est que tu leur donnes des tâches administratives. Un bon chercheur, normalement, c'est la sérendipité. C'est tu lui dis, voilà ton budget, voilà, tu t'occupes de rien du tout, aucune contrainte matérielle, tu trouves.
Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 30 ans, mais tu ne fais rien d'autre. Et aujourd'hui, quand on demande à un chercheur de faire 3 heures de recherche de budget le matin, 2 heures de reporting l'après-midi, il se dit j'ai 3 heures de recherche entre midi et 2, du coup 3 heures, je suis obligé d'arrêter, etc. C'est pas comme ça qu'on fait de la recherche. Donc tu as abandonné ça, tu pourras pas monter un projet comme ça parce que tu n'as plus de vision de recherche. Est-ce que vous connaissez la plus grande boîte de tech française, enfin montée par des Français, des chercheurs français, justement, qui fait à peu près 70-80 milliards, qui est plus gros que Dassault Systèmes? Snowflake? Ouais. Yes. Et donc, mais ils sont aux États-Unis, hein. Ouais, bien sûr. Complètement américains. Ils ont bossé très très longtemps en France. C'est pas ils sont partis uniquement pour monter. Et c'est sur le big data. Hein, Et sur le big data, et ça vaut bien plus que KX, ce que fera jamais KX. Et c'est devenu en moins de 10 ans un acteur majeur. On aurait pu tout à fait le faire en France. Je veux dire, s'il y a eu l'écosystème qu'il fallait. Bon, dernier sujet pour terminer, parce que Julie, tu me dis que ça t'a surpris. Et moi, ça m'a intéressé, parce que quand même... donc, c'est Capgemini Research Institute, priorité d'investissement sur les 12-18 prochains mois. Et plus de la moitié donc, de ces entreprises, c'est des grosses boîtes pour Capgemini, réduit les investissements dans les domaines aussi divers que packaging plus éco-friendly, suivi des émissions carbone, conception de carrosserie plus légère, enfin bref. Les investissements lourds RSE sont en réduction. Oui, ce qui m'a interpellée, parce que... Attends, juste encore un truc, 74% des dirigeants indiquent que la demande à l'égard de ces produits et services durables a diminué et que beaucoup de clients ne souhaitent pas payer davantage pour ces produits dans le contexte macro actuel. Non, ce qui m'a surpris, c'est d'abord l'étude montre que les investissements progressent dans résilience des supply chain et tech. Ouais. Et pas dans durable, et donc je pense qu'on est encore dans une espèce de compartimentage. On est dans la réponse aux urgences. Dans la réponse aux urgences, et puis moi je suis sûr qu'il y a plein d'investissements qualifiés de tech ou résilience des supply chain qui en fait ont aussi des visées de RSE, c'est-à-dire que comme le sujet n'est plus on fait de la RSE à côté du business, mais on essaie de transformer les business models, je pense qu'il y a aujourd'hui pas beaucoup de clarté sur ce qui est des investissements dédiés à la RSE. Par ailleurs, tout ce qui est notamment rapprochement des chaînes de valeur, relocalisation, enfin bref, nearshoring, etc. C'est vrai que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et je pense qu'on prépare aussi des organisations qui doivent être plus résilientes et plus robustes. Et évidemment, il y a eu des trade-offs et des arbitrages sur certains projets, peut-être de packaging, etc. Mais la tendance que moi je vois chez les clients, c'est quand même de essayer de maintenir ce cap-là, mais dans une équation qui est devenue plus complexe. Je pense qu'il y a 3 choses. Il y a d'abord la question de... je pense que le temps des annonces, des projets pionniers pour sortir de charbon, d'annoncer une trajectoire net zéro 2030-2050, tout ça est passé. Et maintenant, finalement, les moves les plus faciles et les annonces les plus faciles ont été faites. On rentre quand même dans le dur, dans le technique, dans la complexité. Et sur des chemins de crête où beaucoup de grosses boîtes aujourd'hui se disent j'arrête le discours pionnier, c'est-à-dire que il faut que je dise ce que je fais maintenant de manière plus claire. Mais avec des chemins de crête qui sont plus compliqués compte tenu du backlash quand même qu'il y a aux US sur l'ESG, qui a à la fois, c'est paradoxal aux US parce qu'on a à la fois cette fièvre d'investissement et la business opportunity amenée par l'IRA qui remet quand même beaucoup d'énergie dans le système des investisseurs, et en même temps effectivement tout ce mouvement anti-ESG, capitalisme woke. Si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections, mais ne demandez pas aux actionnaires de le faire. Voilà. Ce qui freine quand même un peu des enjeux. Et puis la montée des attaques contre le greenwashing qui fait qu'on est passé effectivement du greenwashing au greenwashing. Non, je pense que tu veux dire c'est un phénomène où les entreprises cherchent des investissements efficaces. Et puis, et puis parlent moins. Ouais. Ils mettent aussi un peu en veilleuse certains sujets parce que c'est des engagements moins faciles à prendre, avec plus de scrutiny, d'observateurs autour vigilants, et dans un contexte où ce qui est bien en Europe n'est pas forcément bien aux US, ou bien vu de la même façon. Donc je pense que les entreprises se cherchent un peu par rapport à ça. Je le dis d'un mot, mais parce qu'il se trouve que, complètement par hasard, j'ai discuté packaging la semaine dernière en profondeur, c'est-à-dire on est en train de mettre quand même les entreprises industrielles dans des impasses. Tout ce qui est plastique, réutilisable, etc. et tout, en fait, on met les entreprises dans des impasses techniques. Ouais. Un peu comme on en a parlé avec la voiture électrique, mais là, c'est vraiment du quotidien. Quoi. Tu parles de la loi AGEC ou... Exactement, et c'est ça. Je te confirme. Ouais. Erwan, un mot là-dessus, ces hésitations des entreprises autour du durable, derrière ça pose la question de savoir qui paye.
Globalement, c'est ce que dit aussi Capgemini, quoi. Si les consommateurs ne sont pas prêts à payer, ça va être compliqué. Non, ce qui est intéressant d'un point de vue purement économique. Moi, j'ai ni les contraintes ni les impératifs. Donc, quand tu regardes, c'est la rencontre entre les aspirations justement d'une société qui souhaite de plus en plus justement avoir le vert et puis les contraintes que la société est prête à mettre pour avoir ces contraintes-là. Et tu vois qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'alignement entre les deux. Donc, on veut tous plus de vert, mais on n'est pas prêt ni à payer ni à le faire en plus. Et certaines entreprises s'adaptent à marche forcée. Ce qui s'est passé sur le véhicule électrique en Europe, c'est quand même un exemple assez éloquent. Non, mais on verra. Hein. Non, mais pour l'instant, on te dit, moi je suis assez étonné, voire effaré ou fasciné en tout cas, des déclarations de certaines entreprises françaises qui te disent on est parti dedans, on y va, maintenant vous ne parlez pas de moratoire. Quoi. Ah bah oui, non, ça c'est Stellantis, absolument. Et puis ils seront même en avance. Et ce qui est fascinant, c'est la preuve aussi que les entreprises. Mais il te dit on le fait. Mais c'est une folie. Voilà. Et ça pose aussi la question, et ça c'est plus global dans notre société, c'est le fait qu'on ait un manque total d'évaluation de la décision publique et qu'on ne se pose pas des évaluations ex ante, ex post de ce qu'on propose. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour les retraites. On pourrait rajouter dans la liste la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, Édouard Philippe dit c'est une folie. Voilà, il a soulevé le capot. On en parlait la semaine dernière. Donc. Et nous on a écrit dessus, c'est 16% des logements qui seront plus alloués d'ici 2028. En fait, le truc, on en parlait avec Robin Rivaton hier. En fait, j'ai le temps de le raconter très très vite. J'ai reçu la lettre d'un téléspectateur, auditeur téléspectateur, qui est syndic, bénévole d'immeubles haussmanniens à Paris. Et en fait, il dit, c'est très simple, hein, de toute façon, le particulier ne peut pas le faire tout seul. Et la copropriété dit, de toute façon, ils reculeront. Voilà. Donc, il ne va rien se passer. Et là aussi, on met les gens dans une impasse. Attentisme total. Total. Mais un mot là-dessus Oui, non, mais ce qui ressort de l'étude, moi, c'est ce que je vois plutôt sur le terrain. C'est-à-dire, alors d'abord, le EG en ce moment une victime collatérale de l'inflation, quoi, très concrètement. Derrière, il y a une instabilité des normes, avec un enchevêtrement entre les référentiels US, européens et volontaire autour de ce qu'on appelle le SBTI et qui rend les choses extrêmement difficiles aujourd'hui, avec en réalité un sentiment des consommateurs qui est plus que mitigé par rapport à ça. Donc en fait, on est dans une certaine complexité d'action aujourd'hui, mais ça va repartir, je pense. Tu crois que c'est purement conjoncturel C'est-à-dire qu'en fait, dès que l'inflation va baisser, ça va substituer, ça sera substitué avec de la greenflation. Donc je ne sais pas dire quand est-ce que l'inflation va prendre un chemin plus raisonnable, mais je pense qu'il y a un lien assez direct avec ça. Je pense aujourd'hui qu'effectivement les directions générales sont face à une vraie complexité sur les arbitrages et que voilà. C'est le côté empirique, peut-être quand tu auras de la flotte quand tu auras les pieds dans l'eau à Morlaix, peut-être que là, les gens se diront... C'est ce que dit Jean Covici, il dit quand la forêt de Fontainebleau prendra feu, mais lui, sa conclusion, c'est pas la tienne. Sa conclusion, c'est que tu auras un pouvoir dictatorial qui s'installera et qui dira, maintenant, ça va être comme ça, tout le monde à pied, tout le monde à vélo. C'est l'équivalent du FMI pour tes finances publiques, quoi. Quand tu gères mal tes finances publiques, le FMI arrive, quand tu gères mal... Ce sera un peu plus dur, quand même. Ça sera moins rien, mais... Tu peux moins négocier avec les événements climatiques. Tu peux moins négocier avec le feu dans la forêt de Fontainebleau. Ça ne devrait pas nous faire rire. Oui, j'ai mis, vous voyez sur l'écran, retour sur Tesla, et on n'a pas parlé de Tesla, non, voilà, on n'a pas le temps. Et on en parle, c'est quand même, c'est dommage. Mais on en reparlera, mais t'inquiète. Ça, on a fait 1 heure sans Elon Musk avec toi, on sait. C'est moche. L'admiration que tu lui portes. On sait l'admiration que tu lui portes. Merci, chers amis. Merci. Et donc, demain, on parlera d'automobile, et puis demain, on fera de la macro aussi. Tiens, Denis Ferrand, par exemple, sera avec nous, le rapport de Rexecode sur la compétitivité. Voilà. Encore de quoi boire un coup pour se remonter le moral. Ce sera donc demain, à demain, sur Bismart.